Nous passons maintenant à l'arithmétique, qui est une branche des mathématiques qui est consacrée à l'étude des nombres. Alors, au début, l'arithmétique, c'était uniquement avec les nombres entiers d'un point de vue historique. C'est la première partie des mathématiques qui a été étudiée. Et il y a des problèmes qui ont été posés dans l'Antiquité, avec des problèmes sur les nombres entiers. Des problèmes d'ailleurs qui ne sont pas encore élucidés de nos jours. Donc d'abord c'était limité donc au nombre entier, au rationnel. Alors les rationnels sous la forme de quotient de deux entiers bien entendu. Et après bon on a élargi la notion d'arithmétique à l'étude de tous les ensembles de nombres. Ouais, mais ça c'est assez récent. Donc les problèmes d'arithmétique, ça fait partie des problèmes les plus compliqués parce que on travaille avec des nombres entiers et les nombres entiers, eh bien, on n'a pas les mêmes latitudes qu'avec les nombres réels, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'intervalle. Voilà, entre 2 et 3, il n'existe rien. Et donc c'est compliqué. C'est compliqué, ça crée beaucoup de contraintes et ça donne toujours des exercices qui sont extrêmement complexes. Pour vous donner une idée, moi en tant que professeur de mathématiques, je suis capable d'improviser quasiment sur n'importe quel thème avec les fonctions, la géométrie, etc. En arithmétique, il est possible que je tombe sur un exercice comme ça si je ne l'ai pas regardé auparavant, où ça me demande beaucoup de réflexion et où je ne trouverai pas d'emblée la solution. Donc c'est vraiment la partie qui, pour moi, est une des plus compliquées des mathématiques. Alors pourtant, ce qui est étonnant, c'est que ça manipule des notions qui sont extrêmement simples. La première notion que l'on va voir, c'est la notion de multiple et diviseur. Ça, vous savez depuis déjà fort longtemps ce que c'est qu'un multiple et un diviseur. Et donc, la définition, c'est que si je prends deux entiers relatifs avec b différent de 0, bien entendu, parce qu'on va diviser a par b, eh bien, je vais dire que b est un diviseur de a, si seulement si il existe un réel k tel que le vecteur a peut s'écrire, et le nombre a, pardon, peut s'écrire à k fois le nombre b. Et donc, ici, quand on dit b est un diviseur de a, on pourrait dire aussi b divise a, on dit aussi que a est un multiple de b, c'est la même chose, c'est le même type de vocabulaire. Ça, vous connaissez sans aucun problème. Bon, 14, par exemple, c'est 2 fois 7. Je peux dire que c'est un multiple de 7 ou un multiple de 2, d'ailleurs, puisque quand j'écris 2 fois 7, je peux très bien prendre multiple de 7 ou multiple de 2. Ou je peux dire que 2 est un diviseur de 14, ou que 7 est un diviseur de 14, donc 2 divise 14, etc. etc. Pareil pour les nombres négatifs, puisque là on est dans Z, hein, donc on travaille aussi avec les nombres négatifs, donc moins 45 c'est 5 fois moins 9, ou moins 5 fois 9, c'est comme on veut, et je peux donc dire que moins 45 est un multiple de moins 9, mais c'est aussi un multiple de 5, c'est aussi un multiple de moins 5, c'est aussi un multiple de plus 9, etc. etc. Deux choses qui sont très importantes, qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que 1 est un diviseur de tous les entiers relatifs. C'est tous les entiers sont divisibles par 1, puisque A peut toujours s'écrire une fois A. Et 0, c'est un multiple de tous les entiers relatifs aussi, puisque si je prends un entier A, si je le multiplie par 0, eh bien je vais obtenir 0. Donc ça, c'est deux cas particuliers, ici, bien distincts. La première propriété sur les multiples et les diviseurs, sur les multiples notamment, c'est que si je prends m et n qui sont deux multiples d'un nombre a, eh bien alors si j'en fais la somme, ou la différence, ou le produit, eh bien j'obtiens aussi un multiple de a. Alors la démonstration, elle est très très simple. En fait, on utilise quoi? On utilise la factorisation que l'on a travaillé déjà pendant l'année. Si c'est des multiples, si vous prenez m et n, c'est des multiples de a, donc ils peuvent s'écrire ka et K'A. Attention, hein, K et K' ils ne sont pas nécessairement égaux et même ils sont obligatoirement différents puisque je suppose que M et N sont des multiples de A différents, autrement je n'aurai qu'un seul nombre, donc ça ne présente pas d'intérêt. Donc K et K' sont différents, donc qu'est-ce que je fais? Eh bien je peux mettre A en facteur, il me reste donc K plus K', et j'obtiens donc un multiple de A. Pareil pour la soustraction, j'ai donc K moins K'. Pour le produit, c'est la même chose, donc ça nous fait K multiplié par K' A, ça nous fait K fois A au carré, mais ce qui m'intéresse, c'est de le mettre sous la forme A multiplié par quelque chose. Donc c'est pour ça que le A au carré, je laisse en A fois A, et je mets des parenthèses ici pour indiquer que c'est A multiplié par cet entier-là. C'est donc un multiple de A. Une précision sur cette petite propriété, c'est que la réciproque est fausse. Alors je vous le montre avec la multiplication, mais on pourrait le faire avec le reste aussi. Si j'écris 12, ça peut s'écrire égal 4 fois 3, seulement que 12 c'est un multiple de 6, d'accord, mais 4 et 3 ne sont pas des multiples de 6. Donc ça ne marche pas dans le sens inverse. C'est vraiment un si alors. Si on a les multiples, alors la somme, la différence et le produit sont aussi des multiples, mais la réciproque n'y est pas.
Alors, ça c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant sur les multiples, les diviseurs. On verra ça un petit peu plus loin. On va préciser un petit peu tout ça dans d'autres paragraphes et surtout dans quelques exercices. On n'en fera pas beaucoup, mais les quelques exercices que l'on fera. Alors, les nombres premiers. Les nombres premiers, on les a déjà vus. On les a déjà vus lorsqu'on a fait la fonction carré. Si vous vous rappelez, on avait fait un crible qui s'appelait le crible de Matiassevich pour arriver à trouver, à voir un petit peu les nombres premiers grâce à la parabole de la fonction carré. Donc on avait vu la définition qui disait qu'un antinaturel est premier si seulement s'il possédait exactement deux diviseurs positifs, un et lui-même. À l'époque, je ne vous avais pas dit un antinaturel parce que je n'avais pas parlé du... Il me semble que je ne vous avais pas encore parlé de l'ensemble n. Donc maintenant on l'a. Donc il faut qu'il ait exactement deux diviseurs positifs, 1 et lui-même. Alors les conséquences, c'est bien entendu, c'est que 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il ne possède pas deux diviseurs positifs, il n'en possède qu'un seul, il est divisible par 1, c'est tout. Donc il ne rentre pas dans le cadre de la définition, et donc ce n'est pas un nombre premier. Les nombres premiers, vous connaissez les premiers, enfin 2, 3, 5, 7, voilà j'en ai mis quelques-uns qui sont des nombres premiers ici. Un autre vocabulaire que l'on avait vu aussi lors de ce TP sur le crible de Matiassevich, c'est qu'un nombre qui n'est pas premier, il est dit composé. Si je prends 12, et bien 4 fois 3 c'est un nombre composé. Et je vous ai rajouté quelque chose ici. Je vous ai dit qu'en fait, si vous prenez un nombre et qu'il a un diviseur positif autre que 1 et que lui-même, et bien alors il est obligatoirement composé. Alors, on avait fait le crible de Matiassevich, et ça c'est un crible qui permet de trouver donc les premiers nombres composés, les premiers nombres premiers sur la parabole. Mais on a vu qu'on était limité parce qu'il fallait après monter très rapidement sur l'axe des ordonnées. Et donc, bon, on avait fait le dessin, c'était à peu près approximativement jusqu'à 12-13. Et ça n'allait pas au-delà. Et bien sûr, ce crible est très compliqué à faire et il prendrait énormément de place si on voulait aller plus loin. Alors, il en existe plusieurs sortes de cribles. Hein. Je vais vous en montrer un autre ici qui est le crible d'Ératosthène. Alors, le crible d'Ératosthène, voilà comment ça se présente. J'ai mis ici les nombres de 1 à 100. Les nombres de 1 à 100 et je vais ici essayer de trouver tous les nombres premiers qu'il y a jusqu'à 100. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà dans un premier temps je vais rayer le 1 puisque le 1 je sais qu'il n'est pas premier, donc je peux le rayer, je le raye ici. Maintenant, le principe, il est là. Le principe, c'est que 2 est le tout premier nombre premier, donc ça veut dire que tous les multiples de 2 ne le sont pas. Donc je passe 2 en jaune ici pour dire qu'il est premier. Et donc, si tous les multiples de 2 ne sont pas premiers, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais rayer tous les multiples de 2. Alors, tous les multiples de 2, j'ai donc tout cela qui sont rayés. J'ai donc tout ça. J'ai tout ça. Tout cela, en fait, c'est l'avantage de les avoir rangés comme ça. Donc, tout cela, ils sont rayés. Ceux-là, ils ne sont pas premiers. D'accord? Et bien, maintenant, en lisant du plus petit au plus grand, et bien, j'ai supprimé tous les multiples de 2. Et bien, dans le crible d'Ératosthène, obligatoirement, le premier nombre qui n'est pas rayé va être obligatoirement premier. Donc, 3 va être un nombre premier ici. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va rayer tous les multiples de 3 qui ne sont pas déjà rayés par ailleurs. Alors 3, 6, il y a 9 ici, 12 c'est bon, il y a 15, 18, après 21, etc. 24 c'est fait, 27, 30, 33, 36, 39, 42 c'est fait, 45, etc. Voilà, et on continue comme ça indéfiniment. Alors, je le terminerai et je vous le mettrai complet sur le PDF. Ici, vous voyez que 2 est premier, 3 est premier, et le premier nombre qui n'est pas rayé, c'est donc 5. 4 n'était pas premier puisque c'est un multiple de 2. D'accord? Donc voilà, et on va obtenir donc tous les nombres premiers qui seront jusqu'à ça. Je terminerai ça sur le PDF.
On admet une propriété. Alors bien sûr, le crible, je l'ai fait jusqu'à 100. On pourrait faire un crible plus gros en utilisant la même méthode pour aller jusqu'à 200 ou 300, etc. Alors après, c'est fastidieux. Et après, on est en mesure de se dire que, en fait, on va rayer de plus en plus de nombres là. Et si on raye de plus en plus de nombres, en fait, on va se dire après, ils vont tous être rayés en fait, et il n'existera plus de nombres premiers. Non, ça c'est faux. C'est une intuition qui est fausse. Enfin, si certains d'entre vous l'avaient eu. En fait, il y a une infinité de nombres premiers. Je ne peux pas le démontrer au niveau de la classe de seconde, c'est un petit peu compliqué. On le démontre en spécialité, normalement en classe de terminale. Alors dans le cadre des nouveaux programmes, je n'en suis pas certain. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces nombres premiers? Alors, il y a tout un tas d'applications sur les nombres premiers. Et on va attaquer au départ par, nous on va en voir deux globalement, et on va voir un petit peu comment est-ce qu'on peut sortir de cette chose-là. On va faire la décomposition. Alors, déjà, tout entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en produit de facteurs premiers. Quand on parle de décomposition, on parle des entiers positifs. Si on travaille avec des entiers négatifs, on fera la décomposition du positif, on mettra un moins devant, et puis ça ira. Par exemple, on va faire la décomposition de 84 et 396 en produit de facteurs premiers. Alors, là, il y a une chose qui est importante, il faut connaître les nombres premiers, déjà, et ensuite, il faut être capable de faire des divisions de tête assez rapides à partir des nombres premiers qui sont les plus petits. Bien sûr, si vous avez à diviser par 17, la division par 17 de tête, elle ne se fait pas. Par contre, la division par 2, par 3, par 5, jusqu'à 10, en fait, ça se fait très facilement. Ici, 84 est divisible par 2, donc je vais mettre 2 ici, et là je vais mettre le reste. 84, c'est 2 fois 42. Après, je prends 42. 42, c'est de nouveau divisible par 2. Donc, j'essaye de commencer toujours par les facteurs premiers les plus petits ou les plus pratiques. Donc, c'est divisible par 2, et il me reste 21. C'est 2 fois 21. 21, maintenant, c'est divisible par 3. Et ça me fait 3 fois 7. 7 est divisible par 7. Et on arrive ici. Il reste donc 0. Donc, j'ai fini. D'accord? J'ai 7 fois 1, pardon, excusez-moi. Il ne me faut pas un 0, il me faut un 1 ici, puisque on est bien toujours avec nos facteurs. 7, c'est 7 fois 1. Donc, il n'y a pas de souci, on obtient ça. On ne met pas le reste, c'est vraiment en décomposant, en faisant des divisions. 7 divisé par 7, ça fait 1. Et on a donc ici, si j'écris la décomposition en facteur premier, elle va être comme ça, 84. Alors, j'ai 2 fois 2 fois 3 fois 7. En fait, je vais avoir le produit de tout ce qui est à droite dans ma décomposition ici, qui va me donner mon 84. Et 2 fois 2, je ne vais pas le laisser comme ça, je vais le mettre sous forme de puissance. Ça nous fait donc 2 au carré fois 3 fois 7. D'accord? Et je précise ici que c'est 3 à la puissance 1 et 7 à la puissance 1 ici. Voyons ce que ça donne pour 396. Alors, 396, c'est un nombre qui est un petit peu plus grand. Je pourrais diviser par 2. Ici, je vois que 396, les trois chiffres sont divisibles par 3. Je vais plutôt commencer par 3 parce que ça me paraît plus pratique. Alors, 396, c'est 3 fois 132 ici. C'est très facile. 3 divisé par 3, ça fait 1. 9, ça fait 3. Et 6, ça fait 2 ici. Maintenant, 132, ici, c'est divisible par 2. 13 divisé par 2, ça fait 6. Je retiens un 12, 6, 66 ici. Ces décompositions en facteurs premiers, vous devez les faire impérativement. Deux têtes, on ne va pas perdre du temps à les faire à la calculatrice. Autrement, c'est beaucoup trop lent, ça serait totalement contre-productif. 66, je vois ici que c'est 6 fois 11. Alors, je vais diviser par 11 parce que c'est plus rapide et ça va nous faire donc 6. Et ici, je vois que c'est 3 fois 2, 2 et 1. Et je vais donc avoir donc ici 396 qui va être égal. Alors, je commence toujours du plus petit au plus grand. Je commence donc par 2. 2g au carré, puisque j'en ai 2, multiplié par 3 au carré, parce que j'en ai 2 aussi, multiplié par 11. Voilà donc 11 à la puissance 1 ici. Inutile de vous dire que la puissance 1, moi je la mets pour bien vous indiquer qu'il y a des puissances tout le temps, mais ce n'est pas une obligation. On sait bien que 11 à la puissance 1, ça fait 11. Voilà donc comment est-ce qu'on décompose un nombre en facteurs premiers, en produit de facteurs premiers. La décomposition, attention, il y a la division qui est posée comme ça, mais c'est surtout la conclusion, c'est-à-dire l'écriture du nombre ici.
Alors, à quoi ça va servir? Ça va servir par exemple à trouver tous les diviseurs positifs d'un nombre entier. Tous les diviseurs positifs d'un nombre et savoir aussi combien est-ce qu'il y en a. Alors, je vais vous le faire pour 84. Donc, exemple avec 84. Alors regardez, vous voyez que ici je l'ai préparé à l'avance parce qu'autrement ça prendrait trop de temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un arbre un petit peu comme dans les probabilités, mais pas tout à fait parce que ce n'est pas des probabilités, mais ça va nous permettre de comptabiliser aussi. Donc dans 84, j'ai trois facteurs ici, trois facteurs premiers, 2, 3 et 7. Et je l'ai à la puissance 2 au maximum, 1 et 1. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire trois branches ici. Pour 2, je peux avoir 2 à la puissance 0, 2 à la puissance 1, 2 à la puissance 2. Pour 3, je vais avoir 3 à la puissance 0, 3 à la puissance 1. Et pour 7, 7 à la puissance 0, 7 à la puissance 1. Et je balaye comme ça chaque facteur premier, l'un après l'autre, comme un arbre. D'accord? J'ai donc 3 possibilités de puissance pour 2. J'ai 2 possibilités de puissance pour 3. Et 2 possibilités de puissance pour 7. Et j'obtiens donc au final, j'obtiens donc 12 branches. Si j'ai 12 branches, donc 3 branches ici, fois 2, fois 2, ça me fait donc 12 diviseurs, chose que je ne savais absolument pas auparavant. Ici, si je suis chaque chemin dans mon arbre, ça me fait 2 à la puissance 0 multiplié par 3 à la puissance 0 multiplié par 7 à la puissance 0. Je rappelle que quelque chose à la puissance 0, ça fait toujours 1. Ça me fait donc 1 fois 1 fois 1, ça fait 1. Là, si je suis le chemin, 1 fois 7, ça fait 7. 1 fois 3 fois 1, ça fait 3. 1 fois 3 fois 7, 21, etc. Et je me retrouve ici avec tous mes diviseurs de 84. Donc c'est quelque chose qui est très pratique parce que ça nous permet de le savoir ici. Je vous fais remarquer que ici, 3 fois 2 fois 2, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on retrouve ici les puissances que l'on a sur tous nos facteurs de décomposition, mais avec un ici, au lieu d'avoir 2, on a 3, au lieu d'avoir 1, on a 2, au lieu d'avoir 1, on a 2. Donc ça nous fait ici 3 fois 2 fois 2. Pourquoi? Eh bien tout simplement, ici on pourrait dire ça serait 2 fois 1 fois 1, et non, parce qu'on a le 0 en plus, on a le 2 à la puissance 0, donc ça rajoute quelque chose. On comptabilise vraiment à partir de 1, mais là justement il faut compter à partir de 0, donc 0 c'est la première puissance, 1 c'est la deuxième puissance, et 2 c'est la troisième puissance. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il y a ce décalage là. Donc ça c'est un théorème, je ne vous le marque pas non plus parce qu'il se démontre aussi d'une façon un petit peu comme ça, mais il est compliqué à écrire, donc je préfère que vous compreniez comment ça fonctionne. Si vous voulez savoir par exemple le nombre de diviseurs de 396, le nombre de diviseurs positifs, parce qu'attention, là tout ça ce sont des diviseurs de 84, mais si je prends moins 1, moins 7, moins 3, moins 21, etc., ce sont aussi des diviseurs de 84, mais c'est des diviseurs négatifs. Bien sûr, tous les positifs, les négatifs divisent aussi. Si je voulais trouver le nombre de diviseurs de 396, je vais le faire ici, je vais le réécrire ici. 396 est égal à, on a dit, 2 au carré multiplié par 3 au carré multiplié par 11 à la puissance 1. Donc, il possède combien de diviseurs? Eh bien, je vais faire ici, je vais prendre une puissance de plus, ça va nous faire donc 3 fois 3 fois 2, ce qui nous fait 3 fois 3, 6, il se trouve que ça fait 9 fois 2, 18 diviseurs. D'accord? J'ai pris la puissance, là, au carré, 2 plus 1, 3, 2 plus 1, 3, et 1 plus 1, 2, ce qui m'indique en fait le nombre de branches que j'aurais dans mon arbre si je faisais le même arbre pour 396 que celui que j'ai fait pour obtenir 84. Voilà une première utilisation, c'est de connaître tous les diviseurs d'un nombre. Alors ça c'est intéressant parce que pour connaître tous les diviseurs, ça veut dire que eh bien, on pourra savoir si les opérations tombent juste, tout ce genre de choses-là. Mais ça va au-delà. La deuxième conséquence, et qui pour moi est peut-être la plus importante, c'est la simplification de fractions. C'est-à-dire qu'on veut écrire une fraction sous forme irréductible. Ça, c'est quelque chose qu'on avait travaillé en calcul mental en début d'année, mais qui possédait, on faisait quelque chose d'empirique, puisqu'il fallait trouver toutes les décompositions, et des fois, on ne pensait pas à tout. Maintenant, avec la décomposition en facteur premier, c'est quasiment évident, puisque je fais mon 396 sur 84, par exemple,
Je prends mes deux décompositions en facteur premier et maintenant je vais effectuer toutes les simplifications que je peux. Donc 2 au carré avec 2 au carré, ça se simplifie. Ici, 3 au carré sur 3, ça va pouvoir se simplifier, d'accord? Donc je vais dire qu'il va me rester, bien sûr si j'ai 3 au carré en haut et 3 en bas, il va me rester 3 en haut. Le 11, il ne peut pas se simplifier, donc il reste, et le 7, il reste. Et ça me fait donc ici 33 septièmes, et c'est très très rapide, d'accord? Donc voilà, ça c'est très très utile, et on peut simplifier rapidement. Après, au-delà de ça, il y aura une autre conséquence aussi, mais que je ne vais pas vous montrer ici parce que ça nécessite des connaissances sur le PGCD. C'est pour réduire au même dénominateur, mais je n'en parlerai pas, on vous en parlera en spécialité. Alors, je ne sais pas si c'est en classe de première ou en classe de terminale.